Ça à la base, quel est l'artiste qui a fait ce truc avec... C'est pas un truc, c'est une œuvre. Oh pardon. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Sexe, humour et abstraction. C'est bien ça? Ouais. C'est drôle? Ouais, c'est drôle. Bon, on peut dire ça à peu près de tout. Ouais, c'est drôle, c'est marrant. T'as vu, c'est marrant, c'est drôle. Ah, ça, c'est marrant. Ah, ça, c'est drôle. Ils sont là de s'emmerder, les gens. Fastidieux. Les gens, il y a qui? Il y a ceux qui passent perplexes. Pourquoi j'arrive pas à trouver ça bien? C'est ça, enfin, je veux dire, quelque chose en moi se révolte, enfin, tu vois. Et puis, tu as ceux qui adhèrent à fond, enfin, qui, voilà. Salut, c'est Daniel Vermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil et Franck Lepage. 3 réacs à la FIAC. Flight number 2, arriving from New York. Alors nous voilà au Grand Palais, nous voilà à la FIAC, et c'est la première fois, j'avoue, que je viens à la FIAC. On va bavarder comme ça, chemin faisant, avec Franck Lepage, qui est venu visiter ça, découvrir aussi, Franck. Comme vous, comme toi. J'espère être élevé spirituellement, enfin, je m'attends à ce qu'il y ait un choc entre des œuvres et moi. Franck Lepage s'est distingué avec ses conférences gesticulées. Qui continue, Franck? Oui, bien sûr, oui. Continue. Plus que jamais, oui. Et dans tes conférences gesticulées, t'en as une qui concerne ce sujet-là. On parle un peu de l'art contemporain, oui. L'art contemporain, ouais. Contemporain. Voilà, c'est ça. Donc ça donne une idée du regard, des lunettes avec lesquelles tu arrives, la grille. Parfaitement malveillante. Ta grille de lecture. Parfaitement malveillante. Il y a une seule question qui m'intéresse. Comment est-ce qu'à gauche, on peut enfin construire une critique de ça, sans être immédiatement considéré comme quelqu'un de droite? Est-ce qu'on va laisser à la droite la critique de cette escroquerie publique, nationale, cette espèce de marché de l'art, d'humour des riches? Parce que d'entrée de jeu, on est coincé, inhibé par un petit mécanisme très malin, qui est que ici tout le monde est subversif, tout le monde fait de la provocation, tout le monde rigole, tout le monde met en abîme, si bien que si jamais tu dis mais attendez non, tu passes pour un réac. Donc comme tu veux pas passer pour un réac, ou bien tu dis rien, ou bien tu approuves, ou bien tu fais semblant de ressentir comme tout le monde qui fait semblant de ressentir ici. Ça, je parle des meilleurs. Mais les autres, ils viennent pour spéculer. Ils disent, putain, mais on fait du pognon ici, du bon gros pognon. Terrible. Et ils croisent effectivement des gens qui font du très 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 gros pognon. Avec du pognon, ils font du pognon. Et toutes ces choses, ces objets, ces graffitis, ces traces de toutes sortes, servent même plus de support à la spéculation. La spéculation marche toute seule. À la limite, il pourrait y avoir rien ici. Et d'ailleurs, il y a des expos. Il y a des œuvres totalement dématérialisées. Il n'y a plus besoin d'œuvres. Enfin, on perd son temps avec ça. On peut faire de l'argent tout seul. Mais enfin, il y a quand même des choses ici intéressantes. Des peintures, des choses qui sèment la confusion. Qui laissent croire que ce qui s'appelle l'art contemporain est une évolution de l'art tout court, de l'art moderne, alors que c'est une rupture. C'est un projet politique, idéologique qui n'a rien à voir. Bon, allons-y. Le ministère de la Culture, c'est un ministère qui vous paye de l'innovation. La droite était moderne. Alors, les socialistes sont beaucoup plus modernes que modernes. Ils ont inventé le contemporain. Extrait des conférences gesticulées de Franck Lepage. Le contemporain, c'est tout de suite. Dès que ça a 10 minutes, c'est total ringard. L'artiste contemporain, là, récemment, il a été exposé à la Biennale de New York. Alors, il prend un petit déjeuner, puis il arrache un petit coin de la nappe en papier, et puis il la signe. Et donc, au bout d'un moment, il expose ses petites déchirures, comme ça, d'accord, dans les différents endroits où il est allé. Donc voilà, c'est une œuvre d'art contemporain, il a le droit. Et ça s'est vendu 200 000 €, là, la dernière. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est surtout que ça spécule. C'est-à-dire que ça rentre en bourse. Et ça va faire beaucoup d'argent. Ça va fabriquer de la valeur sans passer par la fabrication de la richesse. C'est-à-dire que ça élimine le travail humain, ce qui est un des rêves les plus fous du capitalisme, fabriquer de la valeur sans s'emmerder avec des travailleurs, etc. Donc là, on est devant une Ferrari qui a été explosée à coups de marteau. Alors tout le monde s'arrête, tout le monde la prend en photo. Et donc voilà, c'est un symbole fort, pour le dire quand même. Enfin, je veux dire, faut reconnaître quand même le courage de l'artiste. Enfin, tu vois, le message politique est quand même. En plus, elle est rouge. Enfin bon. Là, t'as un texte d'un Afghan qui a été arrêté et torturé. Donc là, ça manifeste, ça proteste
ça libère l'homme. Là-bas, t'as un cul, t'as un gros cul. Alors là, on ose, tu vois, on vous met ça sous le nez, quoi. Ça c'est vraiment en tournant, en pivotant dans l'allée centrale de la FIAC, quoi. C'est juste un petit 360. C'est subversion obligatoire. Provocation obligatoire. C'est les mutins de Panurge. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, c'est les mutins de Panurge. Et c'est la récupération de la provocation aussi. Hein. De toutes les provocations. Si bien que les provocations précédentes, qui étaient héroïques, qui étaient courageuses, qui étaient risquées, où les peintres ou les artistes mettaient leur vie en jeu, leur boulot en jeu, ben, ça s'annule. Tu vois, si tu penses à Topor, par exemple, ben, il a quand même... c'était provocant, Topor, tu vois, le gars. Aujourd'hui, tu mets Topor ici, il passe inaperçu. C'est terrible, non? Ce qu'on voit surtout, c'est la spéculation la plus nue, la plus brute, la plus obscène, la plus pornographique. L'art a toujours été lié au pouvoir. Si on pense, là, quand on dit art ici, on dit, on pense beaux-arts quand même, hein, on pense peinture. Et il ne faut pas oublier que quand on pense à ça, on pense qu'à une histoire occidentale, européenne. On ne pense pas à l'Asie, on ne pense pas à l'Afrique, c'est très limité. Bon, mais toujours, l'art a été le moyen du pouvoir. Pouvoir religieux, de la monarchie, du prince. Contrôler l'image. Il faut contrôler. Qui contrôle l'image, contrôle le pouvoir. Mais les remises en cause, c'était à la fin du 19e. Ça a commencé, ça a donné l'art moderne jusqu'aux années 60. Voilà, mais c'est toujours une discussion avec le pouvoir. On dit, bon, ben maintenant, voilà, on s'est libéré de tout ça. Pas du tout. Maintenant, c'est le moyen du pouvoir du fric. De la finance, de la spéculation et de la finance globalisée. Là, t'as encore un morceau de bagnole, t'as encore une carcasse de bagnole là, qui est juste posée. Donc, je sais pas, il doit y avoir un truc avec les bagnoles, ça c'est une Hyundai. Mais toute la symbolique est là. C'est-à-dire que si on prend la marque, c'est la marque coréenne qui s'est implantée sur le marché européen. Alors c'est ça en fait, c'est toute l'idée que l'art s'adresse plus à un spectateur, c'est au spectateur de le fabriquer. C'est le regard qui doit décider ce que c'est. Le type il le pose, tu vois, il pose son morceau de bagnole là, et voilà, c'est toi qui décides ce que c'est. Ça t'interroge quelque Moi, part. je suis interpellé là. Puis là le MEDEF tremble sur ses bases, enfin tu vois, d'ailleurs on va pas tarder à voir du sperme d'artiste, enfin tu vois, pipi, caca, enfin tout ce qui est régressif comme ça, tu vois, et qui est transgressif, c'est une transgression. Et la transgression, c'est absolument pas de la subversion, c'est le contraire. Un vrai succès, 40e foire internationale d'art contemporain, 75 000 entrées en 5 jours, 15 000 VIP, entrée 35 €. C'est absolument formidable, ils sont ravis, ils sont contents. Voilà un domaine qui ignore crise et récession. Par exemple, un Basquiat a été vendu à 5 millions de $. 17 pièces de Lewis Baltz vendues de 10 000 à 15 000. Et l'artiste chinois Ye Minjun a vendu une pièce à 880 000 $. Donc ça se passe bien pour tout le monde et on est obligé de suivre ces 3 réacs à la FIAC. On continue notre petit tour là, juste pour jeter un coup d'œil. Il y a vachement de monde, hein, quand même, dans les allées. Ouais. Là, c'est les galeries new-yorkaises, londoniennes, milanaises. En fait, si j'ai bien compris, il y a une espèce de hiérarchie entre les grandes galeries prescriptrices, qui sont à part, et les autres galeries, qui sont quand même des grandes galeries internationales. Il y a le grand bain et le petit bain. Alors là, je sais pas chez qui on est. Ah ben, il y a un crochet dans le mur. Est-ce que c'est une... C'est la galerie 303 à New York. Ah, un crochet, tu te recueilles peut-être. un crochet, un anneau et un crochet. Un crochet, oui. Voilà. Dans un mur. Bonjour. Bonjour, vous êtes qui? Vous êtes Sunset? Ah, non, on est un petit Sunset, mais on s'appelle 303 Galeries, on est basé à New York. Et c'est notre 4e année à la FIAC. Super heureux, c'est une superbe foire. On est très heureux de présenter nos artistes. On a Doug Aitken, Larry Johnson, Jacob Cassé, Valentin Caron qui a représenté la Biennale de Venise, le pavillon suisse, Collier Shore, Nick Mouse aussi. Ça, c'est des jeunes? Vous avez des jeunes ou des plus anciens. C'est une conversation d'artistes déjà établis, de jeunes artistes qui se respectent mutuellement, avec lesquels on essaie de construire un programme qui évolue chaque année, mais qui reste solide dans son... Mais là, attendez, j'ai pas très bien compris, franchement, je me sens un peu idiot, mais le crochet, là, dans le mur... Le crochet, c'est une œuvre de Valentin Caron. Ah, j'ai pensé que c'était, on attendait d'accrocher la toile à ce crochet.
Vous êtes un malin, vous. Non, mais vraiment, Valentin Carença. Par contre, ça serait bien si vous touchiez pas l'œuvre. Ah bon, d'accord. Mais là, en l'occurrence, cette œuvre-là, ce crochet, il se vend. Bah, ici, on est dans une foire d'art contemporain, donc en effet, Donc ça la se question vend. qu'on a envie de poser, c'est ça se vend combien? Cette pièce vaut 15 000 francs suisses. D'accord. Environ 13 000 euros. D'accord. Ça, c'est très provocateur. Non, je pense que c'est pas la provocation, c'est un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un basé dans le temps et l'espace qui, à travers son regard, observe le monde. Il nous offre une traduction vis-à-vis de son histoire personnelle, vis-à-vis de l'histoire de son pays, vis-à-vis de l'histoire de l'art. Et donc, certaines œuvres sont plus provocatrices que d'autres. D'autres sont plus simples, plus poétiques. Par exemple, Nick Mouse, ici, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Regarde une œuvre de Nick Mouse, c'est comme écouter une mélodie de Debussy. » C'est ça qui vaut les gens, ça provoque ça chez les gens aussi. C'est pas de la provocation forcément négative, c'est je ressens quelque chose, j'éprouve quelque chose et j'ai envie d'en parler. Certaines personnes, comme vous le faites aujourd'hui, parfois veulent demander le prix avant de regarder l'œuvre. Et parfois ils regardent le petit label, le cartel avant de regarder l'œuvre. D'abord regardons l'œuvre, essayons de voir qu'est-ce que je ressens en regardant cette œuvre et après je vais regarder qui est le nom de l'artiste. On n'a pas besoin d'être rassuré, de dire ah celui-là je connais, du coup j'aime, non. Mais alors, je vais le mettre où, le crochet? Il faut que tu aies une grande maison avec un mur blanc, parce que si tu le mets dans un endroit... Je pourrais le mettre où je veux, non? Ouais. Clairement, il est vôtre. Vous participez à ce qui se passe aujourd'hui, à l'art, vous soutenez un artiste et ensuite, chez vous, c'est à vous d'être un peu créatif et d'agencer. On appelle ça aussi... On n'a pas de vrai mot en français. Curater chez vous. Curater, c'est l'équivalent de commissaire d'exposition. Vous êtes votre propre commissaire d'exposition chez vous. Mais en commissaire... C'est un côté un peu commissaire de police. Pas sympa, voyez. Alors que curateur en anglais peut-être sonne plus précis. Je peux me faire conseiller éventuellement. Mais pourquoi vous essayerez pas vous, comme un grand, essayez de le faire. Je suis impressionné. Hein. Je suis un peu ignare. C'est pas si vieux que ça, vous avez encore des choses à apprendre. C'est vrai, merci, c'est sympathique. C'est sympathique, vous êtes délicat et avec beaucoup de tact. Bon, on vous remercie beaucoup. Rien, c'est plutôt un plaisir. Passez une très Bonne journée. Bye bye. Quelle merveille, le Grand Palais quand même. Hein. Architecture d'acier, architecture de verre. Qu'est-ce que c'est beau là. La tribune. Ouais. Oh, c'est pas ça qu'il faut regarder, Daniel. Toi, tu regardes l'architecture de la... Oui, alors ça, oui. J'adore cette architecture. Ah, là, je connais, c'est un caldaire, non? Ouais, c'est un petit caldaire qui est là. Mais à chaque fois, c'est... À côté, c'est pas un petit Andy Warhol aussi, là? Tu veux du caviar ou pas? Aujourd'hui. Il y a, en cas de caviar, on peut prendre quand même. Vous vous sentez un peu élevé, non, spirituellement? Je veux dire, vous sentez la présence de toutes ces œuvres, enfin un peu la théorie de Malraux, tu vois, le choc avec l'œuvre, là, la rencontre avec l'œuvre? Ouais. Oui, moi je me sens là. Un peu, oui. Ouais. Il y a un ascenseur ici. C'est Bourdieu qui disait si les théories de Malraux étaient exactes, les gardiens de musée seraient des gens très cultivés. Voilà, ils sont trois dans cet immense grand palais. Merveilleux grand palais d'ailleurs. Hein. Oh, quelle beauté ce grand palais. Mais on ne peut pas seulement lever la tête en l'air, il faut regarder aussi ce qu'on a autour de nous. Et c'est pas facile. Dérision routinière, rebelles professionnels, outrage systématique. 3 réacs à la FIAC. Franck Lepage, le chantage il est. Le chantage il peut pas y avoir de critique de gauche de l'art contemporain, c'est impossible, d'accord? Et cette critique, il faut absolument la construire parce que ça n'est pas de l'art contemporain, c'est de l'art de marché. C'est même une destruction, enfin, de la question artistique. L'art contemporain réalise un des rêves du capitalisme, qui est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. C'est-à-dire avec des installations minimalistes, tu sais, 2 bouts de machin posés sur un bout de truc qui valent immédiatement des sommes complètement délirantes. Ça permet de montrer qu'on peut fabriquer de l'argent en éliminant complètement le travail humain, en se passant de nous. Ça n'est plus du tout l'œuvre qui est au centre. L'œuvre n'est plus que le support d'un marché pour que des gens comme François Pinault défiscalisent leur pognon, enfin tu vois. Là où ça devient problématique, c'est que pour que François Pinault puisse défiscaliser ou placer son pognon sur 2 bouts de moquette collés face à face, il faut que ça soit garanti par un État, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent public qui soit mis là-dessus. Et là, du coup, on peut se poser la question, on a le droit de s'en mêler. Après, les riches font ce qu'ils veulent entre eux.
Je veux dire, à partir du moment où il faut qu'il y ait un ministère qui achète ces œuvres. Depuis 1991, par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art par l'État est tenu secret. Parce que ça pourrait, que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Enfin, tu vois, je veux dire, quand même. Ça pourrait dévaloriser la cote de l'artiste. Évidemment. Tu peux faire n'importe quoi, on s'en fout. Enfin, tu prends 10 bouteilles, tu les peins en rouge. Dès lors que 3 instances de légitimation, médias, marché, ministère, c'est une petite clique comme ça de commissaires qui décide que telle personne sera un artiste, que tout ce qu'elle fera peut valoir énormément d'argent. C'est comme ça qu'on fabrique un marché. Alors, si tu veux, après, je veux dire, l'humour est pas inépuisable. Enfin, tu vois, une fois que tu as mis, là, comme on vient de voir, là en bas, là, juste devant nous, un Rodin avec des oreilles de Mickey. Le fameux magnifique Balzac de Rodin avec des oreilles de Mickey. Voilà, qu'est-ce qu'ils feront l'année prochaine? Ils mettront le bec de Donald. Enfin, tu vois, je veux dire, bon... mais enfin, j'appelle ça l'humour des riches. La ruée vers l'art, un film de Marianne Lamour. Le snobisme a besoin de faire quelque chose de sensationnel. Ils ont besoin de grands prix. David Namad, marchand, collectionneur. Si c'est pas quelque chose d'inabordable, les gens ne sont pas intéressés. Le problème avec les nouveaux artistes, c'est que la spéculation vous empêche de voir clair. Vous voyez tout d'un coup un jeune artiste qui vaut déjà 10 millions de dollars. Alors il n'y a plus, on est perdu, on ne sait plus si c'est les 10 millions de dollars qui le font devenir important ou si c'est lui qui est important. Ça confond. Quand Miro a peint ses tableaux, ça valait rien du tout. Les Miro étaient invendables. C'était invendable. Mais ces tableaux étaient invendables jusqu'à il y a 20 ans. Picasso était bon marché. Picasso était invendable. Tous les grands artistes étaient invendables parce qu'ils n'ont jamais voulu faire quelque chose qui plaisait à l'époque. Parce que c'était des gens qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un marché de l'art? Il faut 3 choses. Il faut des riches, il faut des millionnaires. Donc maintenant, il y en a. Il faut des œuvres à profusion. Et tu peux pas faire un marché avec du Van Gogh, c'est pas possible. Mais par contre, tu peux faire du marché avec 2 bouts de maquette collés face à face, parce que ça, des œuvres, on peut en faire des centaines par jour, des œuvres comme ça. Et puis, il faut une institution. Il faut de l'argent public, il faut une institution qui garantisse la valeur de ces œuvres. Oui, qui se porte garant, quoi. Qui se porte garant. Qui fait que François Pinault, il va pas mettre 80 000 euros sur 2 bouts de moquette s'il n'est pas certain que l'État est là derrière pour garantir ses bouts de moquette, ok? Il n'est pas idiot. François Pinault, ça lui donne aussi une image... oui, mais le mécène. Pinault le magnifique, hein, c'est plus Laurent le magnifique. Quand on parle de Pinault, maintenant c'est un collectionneur, c'est un mécène. On oublie complètement les raisons de sa fortune, le business qu'il peut faire, les profils, le marché, etc. C'est un type généreux. Ça date pas capital symbolique, quoi. Oui, c'est la légitimation, c'est le prestige. Il a tout compris. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des Velasquez ou des Michel-Ange? C'est impossible, il n'y en aura pas assez. En 2007, chez Sotheby's, il y a un Velasquez qui s'est vendu 12 millions de dollars. Et à la même vente, il y a un Damien Hirst, donc une armoire à glace, une petite armoire avec des pilules à l'intérieur de toutes les couleurs. C'est vendu 13 millions de dollars. Ça s'est vendu plus cher que le Velasquez. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on bascule. Ça, il y a un seuil qui est passé. Il y a un seuil qui passe où les œuvres des artistes vivants se vendent plus cher que les artistes morts. Et là, pour le marché, c'est juste génial. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de s'enquiquiner à chercher des Velasquez si on peut demander à un type de remplir en 15 minutes une armoire avec des pilules? C'est juste magique, ce truc. On m'a dit que chaque pilule avait été peinte à la main. J'espère qu'il reste quand même une espèce de parfum de travail là-dedans, quoi, tu vois. Quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une partie du truc, c'est de te faire sentir con, parfois? Je pense, si, bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est une plante verte, mais qui est penchée. Ah oui. Peau. Alors ça, c'est ça. Attends. Je vais tester un peu la méthode. D'accord. C'est un travail qui joue sur le vivant et l'inerte. Oui, c'est pas mal ça. Oui. Et qui met en tension l'incertitude profonde de l'artiste dans son parcours, dans sa linéarité essentielle. Tout en s'inscrivant, je tiens à le dire, dans la durée aussi, puisque c'est la plante qui c'est pousse. C'est l'image de la plante qui pousse, qui met le temps, comme la maturation de l'œuvre elle-même, de l'artiste. Et puis peut-être un jour elle tombera aussi, parce que les artistes aussi sont éphémères. Et il y a cette verticalité quand même, la plante qui se redresse. Si le pot est de travers, la plante, elle se redresse vers le soleil. Oui, parce que l'art résiste et que l'art sera toujours plus fort que la vie, on peut le dire. Il y a une résilience. Oui. Alors docteur, je suis bon, enfin... T'es pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une escroquerie. Enfin, c'est... Ouf. Le roi est nu, il n'y a rien, quoi. Exactement. L'expo sur le rien à Beaubourg en 2009, 9 salles vides, signées par 9 artistes qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, puisque c'est une expo sur le rien.
Donc tu as 9 salles avec leurs extincteurs, enfin il n'y a pas d'intervention, d'accord ? Il y a un catalogue, etc. Tu as même un 10e artiste qui dit, moi, puisque c'est sur le rien, je ne veux pas de salle, mais je veux quand même être dans le catalogue, enfin tu vois. En 1961, moi j'étais aux Beaux-Arts à l'époque, il y avait une galerie rue des Beaux-Arts qui faisait une exposition Klein. Et nous, ça nous intéressait, au moins parce qu'il faisait des nus qui se collaient sur la toile. On espérait qu'il y aurait des filles qui seraient peintes. On arrive dans la galerie, il y avait du monde, vernissage, etc. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas le petit crochet qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y avait rien du tout. Alors bon, on se dit, ils sont à la bourre, ils vont amener les toiles, ils vont... Et quelqu'un ose poser la question à la personne qui était là, mais qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Et la personne répond, on achète l'ambiance. Et on dit qu'il y a un gars qui a sorti son chéquier, qui a dit d'accord, combien pour acheter l'ambiance. Mais c'était il y a 50 ans. Là, il y avait une dérision par rapport à ce qui se faisait de façon générale. C'était la fin de ce qu'on a appelé l'art moderne. Et là, il y avait une charge de provocation. Et c'est ça qui a fait école, finalement. C'est le rien, c'est le vide qui a fait école. Vous êtes Mehdi Chouakri, et c'est votre galerie qui est à Berlin. Exactement, oui. Alors on est un peu, évidemment, intrigué, comme tout le monde. C'est fait pour ça, hein. Bien sûr, une œuvre d'art intrigue. Ben là, on est spécialement intrigué parce que on voit toute une série de cuillères à soupe dépareillées, tout en argent ou en étain. Donc c'est en fait une forme d'hommage au quotidien. L'artiste Hans-Peter Feldmann, allemand, né en 1941, qui vit à Düsseldorf, il a eu de grosses rétrospectives ces dernières années, a beaucoup travaillé sur cette idée-là du quotidien, de la poésie du quotidien. Il collectionne beaucoup d'objets. C'est un des plus grands collectionneurs de jouets, entre autres. Et il adore, a priori, l'idée de collectionner des cuillères argentées, et il en a une grande collection. Et il les montre dans une vitrine, presque comme dans un cabinet de curiosité. Il veut bien nous montrer ça, ce qu'on ne voit plus nous-mêmes. C'est ce quotidien-là. Mais il ne fait pas que les montrer, vous le vendez aussi, ça. Bien sûr. Et vous l'avez vendu ? Pas encore. Mais c'est possible qu'on la vendra ces prochains jours. Tout à l'heure, j'ai vu une dame qui disait que c'était une évocation du concept des idées platoniciennes, de l'idée platonicienne de la cuillère qui est une et unique et qui se retrouve à l'état d'objet dans chacune des cuillères. Vous pas à ça quand même, si ? Non, pas du tout. Lui, il n'en parlera pas comme ça. Lui, il vient plutôt de la vie, du quotidien. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire un discours philosophique. Ouais. C'est vraiment la beauté du quotidien qui l'intéresse. C'est un geste. C'est poser une cuillère sur une table, par exemple, et de répéter ce geste-là. Vous savez ce qui nous a frappé, là ? On a un ami qui est breton, là, qui est avec nous, et il découvre un peu tout ça. Ce qui t'a frappé, c'est les tapis. Et on a vu des tapis enroulés dans plusieurs stands. On a vu et là, je découvre, c'est un tapis aussi, ça ? Pas du tout. C'est une œuvre de Mathieu Mercier, artiste français qui a eu le prix Marcel Duchamp, entre autres, et qui vit à Paris. Et cette œuvre-là, qui avait été montrée à la Fondation Ricard il y a 1 an, est en fait une sculpture en plastique qui a été moulée d'une certaine façon et qui peut représenter un tapis enroulé, mais elle est dure. Donc quand cette souplesse-là d'un objet souple qui est le tapis, on passe à un objet dur, solide. C'est une forme de cabinet de curiosité, ce que je montre, hein. Cette collection de cuillères, le flamant rose avec l'escabeau, ou cette scène presque d'un ouvrier de chantier, d'une certaine façon, avec le plâtre. Je dirais, ça il y a une connotation sociale, là, presque. Absolument, une connotation sociale et même de l'ordre il y a aussi un côté primitif, c'est que l'artiste a vraiment travaillé ses matériaux, il les a achetés, il les a construits lui-même. On voit bien le procédé. Il est allé, il a acheté le sac de plâtre, il a acheté les tasseaux, et il a construit tout ça pour dire... C'est en fait presque comme un autoportrait. Et ça, vous l'avez vendu ? Pas encore. Et ce sera combien ? C'est à 15 000 €. D'accord. Et les 15 000 € vont où ? Ça va à celui qui l'a fait quand même. Mais en fait, on se partage. Oui, bien sûr. Voilà. On se partage à moitié-moitié. D'accord. Voilà. Ça va, c'est honnête. C'est honnête. Si c'est 7 500 € pour le gars qui a fait ça, ça va, c'est raisonnable. Voilà, c'est... Non, c'est vrai. Nothing is nothing. Ça, c'est pas sur le pied. Bonjour. Dites-moi, vous êtes contente de ce salon ? Alors vous tombez très mal parce que je parle jamais de ça. Je veux bien vous parler des œuvres, mais je parle pas du marché, jamais. Ah d'accord. Alors parlez-nous des œuvres. Ça à la base. Quel est l'artiste qui a fait ce truc avec... C'est pas un truc, c'est une œuvre. Oh pardon. Et il s'appelle Théo Mercier. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, avec
cette accumulation d'os jouets pour chiens, comme ça. C'est pas des os, c'est des os à mâcher. Tous les chiens ont des os à mâcher. Ben alors, c'est de l'art, ça? Oh, écoutez, non, franchement, je suis désolée, mais au bout de 35 ans de galerie, je réponds pas à ce genre de questions. Je suis désolée, non. Non. Et vous, si vous voulez vraiment, c'est de l'art, mon fils peut faire ça, tout ça, j'écoute plus ça. Je vous pose la question. Non, je réponds plus à ça. Pardonnez-moi. Ah bon? J'ai passé l'âge de répondre à ce genre de questions. Bon. Vous avez un peu fatigué, non? Non, je suis en pleine forme, forme. Je réponds à une question stupide. Et franchement, en 2013, basta. Alors, je vais vous mettre en colère si je vous demande si vous êtes choqué par l'incroyable spéculation sur cet art contemporain. Ça aussi, c'est un truc qui vous choque. Remarquez qu'on a commencé l'interview, je vous ai dit que je parlais pas du marché. D'accord. Ni le marché, ni la définition de l'art. Pour vous, c'est une question réglée. On dit toujours que l'art, c'est parce que c'est un artiste qui l'a fait. Vraiment, France Inter, vous pouvez faire mieux que ça. Hein. D'accord. Vraiment. Bon. Je vous remercie. On vous remercie pour vos conseils et votre accueil, madame. J'accueille par rapport à vos questions. Oui. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Moi, je pense que c'est une forme de totalitarisme, si tu veux, quel totalitarisme du relativisme. Je me rappelle de cette émission sur France Culture quand Boltanski avait fait son tas de fringues au Grand Palais. Tu te rappelles de ça? Il avait un immense tas de fringues. Et alors la journaliste de France Culture qui l'interviewe essaye de lui faire dire que ça veut dire quelque chose. Et donc elle lui demande un truc du genre, mais Christian Boltanski, est-ce que c'est supposé représenter la Shoah, les camps de concentration? Et lui dit mais non, pas du tout. Et elle insiste, elle dit mais enfin quand même on dirait. Et lui limite se fâche, enfin disant arrêtez de vouloir me faire dire quelque chose. Je suis un artiste contemporain, je ne veux rien dire. Enfin, tu vois, c'est pas du socio-cul, c'est pas du. Ah oui, c'est ça. C'est vouloir dire quelque chose, c'est socioculturel. Voilà, c'est mettre l'art au service d'une cause, et ça c'est scandaleux. Tu vois, le ministère de la Culture ne te dit que ça. C'est comment vous voulez instrumenter l'art. L'art n'a pas à servir quoi que ce soit. On peut pas le dire mieux. Et regarde ça. Quelle est l'œuvre qui te fait réfléchir? Et ce qui est le plus fou, c'est que tous les gens qui défendent ça te disent ça change le monde. L'art va changer le monde. Tu vois, parce que ça élargit ton imaginaire. Tu te sens un peu élargi, non?